Bonjour Nadine Pierre, Bonjour Jeanne. merci beaucoup d'avoir accepté ce moment avec moi sur ma chaîne YouTube pour parler de ta carrière. Oui, ça faisait longtemps. Et qu'on On a essayait de... finalement réussi à trouver un moment. Oui, parce que tu es très occupée, il se passe beaucoup de choses, tu es à tellement d'endroits différents en même temps que c'était difficile de trouver un moment, mais on y est arrivé. Oui, grâce à toi aussi, à ta patience. Alors donc, Nadine, en général, ce que j'aime poser Hmm. comme première question à mes invités, c'est tout simplement comment as-tu débuté le violoncelle et comment as-tu découvert la musique? Alors, mes débuts au violoncelle, c'est une belle histoire. Au départ, déjà, je voulais pas faire de violoncelle. Au départ, je voulais faire de la guitare. On habitait dans une petite ville de la banlieue parisienne, à Châtillon. Et mon père, mélomane, m'a amené au conservatoire de Châtillon de l'époque. Et malheureusement, comme dans beaucoup de conservatoires, il n'y avait plus de place dans la classe de guitare. J'étais petite, donc j'avais aussi des petites mains. Et je pense que la directrice, très intelligemment, m'a proposé autre chose. Elle m'a dit, écoute, il y a une classe de violoncelle qui vient d'ouvrir avec une jeune professeure qui vient d'arriver. Voilà, je pense que la classe n'était pas du tout remplie. Et donc, je suis arrivée dans sa classe. Et cette professeure, c'était Martine Bailly. Et donc Martine Bailly, qui à l'époque était une jeune étudiante, je pense, du CNSM, que j'ai eue pendant 1 an, que j'ai adorée. Et donc je pense que c'est vraiment elle qui a décidé de mon sort. J'ai très très vite tout simplement voulu lui ressembler, voulu être comme elle. Ça marchait très très bien avec elle. Je pense qu'elle n'avait pas encore une pédagogie très élaborée. Je pense que j'étais sa première élève. Et donc, elle m'a donné des choses très, très difficiles à jouer dès la première année. Je pense que dans la formation OCA que je fais au CNSM, c'est tout l'inverse de ce que je recommande à mes élèves, mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai joué des choses improbables. J'ai joué déjà à l'Égide Forêt au bout d'1 an, des choses qui allaient, bon, je ne sais plus très bien comment, je pense pas bien. Euh, C'est fou ça. mais ça a développé, disons, une certaine vélocité et puis un goût pour le répertoire dès le départ. J'ai pas perdu trop de temps avec la méthode Feuillard. D'accord. Voilà. Ensuite, au bout d'1 an, Martine est partie aux États-Unis pour se perfectionner. Et un autre jeune professeur est venu pour la remplacer, je pense un de ses copains du conservatoire, qui s'appelait Michel Strauss. Voilà. D'accord. Donc mon deuxième professeur a été Michel, qui lui, également jeune professeur, m'a beaucoup parlé de choses très compliquées, de pronation, de supination, des tas de choses très théoriques qui me passaient, je pense, un tout petit peu au-dessus de la tête, mais avec qui j'ai aussi beaucoup appris, en jouant beaucoup, des choses aussi très très difficiles. Et alors l'histoire ne s'arrête pas là, puisque lui aussi part aux États-Unis pour étudier. D'ailleurs, Martine et lui se sont rencontrés à cette occasion-là. Et arrive un autre professeur qui s'appelait Philippe Muller. Oui, oui, non, c'est incroyable. Décidément. C'est incroyable, tout ça à Châtillon, dans un D'accord. conservatoire municipal. Et donc Philippe, également du CNSM, arrivait. Et alors lui, beaucoup plus sagement, raisonnablement, m'a dit, bon, on va peut-être stopper un petit peu là les folies, on va reprendre des choses un peu plus lentes, on va travailler un petit peu l'archet, on va développer un peu plus l'archet, parce que la main gauche était déjà assez agile, mais l'archet très basique. Voilà, et il a repris les choses un petit peu au début, et je me souviens bien de cette année-là. Et donc, juste après ça, je suis rentrée à Boulogne, donc dans les classes musicales, donc en sixième, classe à horaire aménagé à l'époque, dans le collège de Boulogne. Et là, j'ai eu un autre professeur merveilleux, Jean Brizard, D'accord. voilà, qui a eu énormément d'élèves et qui terminait ses 2 dernières années au Conservatoire de Boulogne, et qui avait par ailleurs des tas d'élèves en particulier. Il faisait beaucoup d'ensembles de violoncelle, on jouait à des nombres incroyables, 50, 60, avec tous ses élèves. Je me souviens vraiment de cette période où j'adorais finalement ce contact avec ce monsieur aussi, qui nous faisait beaucoup venir chez lui, dans son petit appartement du quai du Louvre. Voilà, au-dessus des marchands d'oiseaux.
Et à l'époque, il y avait Xavier Gagnepin qui était là, qui était légèrement plus âgé que moi, qui était un peu le grand élève pendant que j'étais la petite, mais enfin on s'est connus à cette époque-là. Et donc 2 années merveilleuses avec ce monsieur qui m'a énormément appris, disciple de Paul Tortelier. Voilà. Et alors après, la suite est drôle parce que j'ai retrouvé un à un tous mes autres professeurs que j'avais déjà eus, c'est-à-dire que Michel Strauss a pris la suite de Jean Brizard à Boulogne, donc je l'ai retrouvé. D'accord. Et quand je suis rentrée au CNSM à 15 ans, j'ai retrouvé Philippe Muller qui a été nommé quelques années avant. Et donc, tous, ils m'avaient connue avec des couettes et petite fille. Voilà, donc ça faisait un lien un peu particulier, un peu affectueux. Et donc, j'ai eu mes années de CNSM avec Philippe Muller. Donc ça a été ma grande référence qui me guide encore aujourd'hui, hein, pour tout le répertoire. Lui, par contre, un enseignement très, très posé, très éclectique, avec beaucoup de répertoire, à la fois vers le baroque, vers le contemporain. Grâce à lui, j'ai pu travailler les strophes de Dutilleux, donc ce morceau qui est maintenant devenu un grand classique et qui à l'époque n'était pas encore imprimé, qu'il avait eu en manuscrit. Parce que donc c'était évidemment Rostropovitch qui l'avait créé, mais en deuxième ça a été Ivan Chifolo. Et Philippe avait eu le manuscrit à cette époque-là, et je crois que j'ai été la première élève à le travailler sur ce manuscrit, une photocopie du manuscrit. Incroyable. Voilà, incroyable. Et j'ai eu la chance d'ailleurs, grâce à Philippe Muller, de pouvoir rencontrer à la fois Dutilleux, Henri Dutilleux qui était assez accessible, mais également Mstislav Rostropovitch chez lui, pour lui jouer ses strophes. Donc j'étais jeune élève du conservatoire et j'ai pu avoir cette expérience improbable à cette époque-là. Incroyable. Donc oui, ça m'a laissé un très grand souvenir, pas tellement pour l'étude du morceau, donc les strophes de Dutilleux. Là, je me suis rendu compte à quel point un artiste comme Rostropovitch qui crée une multitude d'œuvres du XXe siècle. Donc à l'époque, tous les concertos étaient écrits pour lui, les sonates, les Prokofiev, les Shostakovich, etc. Et donc, je pense qu'il les avalait très très vite et qu'il n'avait pas forcément des souvenirs très précis de ce qu'il avait restitué pour la création. Et donc, il me faisait toute confiance pour les notes, pour le caractère. Henri Dutilleux était là, donc évidemment, musicalement, c'était lui qui prenait la parole. Mais je me souviens d'une seule chose, c'est qu'il avait pris mon violoncelle d'étude, c'était vraiment un violoncelle très très modeste. Et dans sa salle, il avait joué sur mon violoncelle, il s'était levé, il avait joué comme ça, sans s'asseoir, sans s'installer, juste comme on montre, comme ça, vite fait. Et là, il a joué quelques notes sur mon violoncelle, et j'ai reconnu son son. Et c'était le son de Rostropovitch que j'avais tellement écouté en disque, que j'avais comme référence dans la tête. Et là, ça a été une grande leçon parce que je me suis dit finalement, le son, c'est la personne. Ce n'est pas l'instrument. On le sait. Mais là, c'était démontré de manière absolument criante. Et j'ai entendu magnifique son, le magnifique vibrato. J'ai entendu tout ce qu'il arrivait à faire avec mon violoncelle, qui était vraiment un violoncelle d'élève. Et ça a été une grande leçon pour la suite. Donc après, j'ai fait en sorte de fabriquer moi-même mon son. Et quel que soit l'instrument, on retrouve finalement ce qu'on a dans la tête, l'image sonore qu'on peut avoir dans son imagination personnelle. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Donc si je continue la chronologie, on s'est arrêté au CNSM. Et donc, j'ai fait, à l'époque, mes 3 années chez Philippe Muller, jusqu'au Prix de Paris. À l'époque, ce n'était pas encore les licences, hein, on appelait ça Prix. Et donc, là aussi, très drôle, pour mon Prix de Paris, au jury se trouvaient Martine Bailly et Michel Strauss, tous les deux. Et c'était le hasard. Je sais qu'ils ne se sont pas donné le mot, qu'ils ne se sont pas appelés spécialement. C'était le hasard du recrutement d'un jury. Ils étaient dans mon jury. Et heureusement que je ne l'ai pas su, parce que j'aurais été un petit peu impressionnée. Et donc ce jour-là, je me souviens, comme c'était hier, concerto de Schumann, une pièce de Tortelier, prélude de la 4 de Bach, et ils étaient tous là. Donc en gros, il y avait tous mes profs qui étaient réunis.
Et par chance, ça s'est très très bien passé, j'étais dans un bon jour. Et voilà. Et donc ça a clos un peu ce chapitre-là. Ensuite, je suis rentrée en troisième cycle, on appelait ça le troisième cycle, donc c'est ce qui est un peu l'équivalent maintenant du master. Et j'étais la première violoncelliste, ça n'existait que pour le piano et le violon. Ah, d'accord. Et donc à cette époque-là, c'était Marc Bleuze, il avait ouvert à d'autres instruments, dont le violoncelle, l'alto aussi. Et donc j'ai fait partie de la première fournée. Et grâce à ça, j'ai pu partir ensuite au Canada pendant 6 mois au Banff Center, donc où vont beaucoup d'étudiants maintenant, que ce soit l'été ou l'hiver. Donc on a fait un semestre là-bas au Canada avec d'autres compagnons du CNSM de Paris, donc en différents instruments. Et donc là aussi, ça a été une expérience très marquante, une autre culture, une autre façon de jouer, des rencontres avec des grands professeurs. Donc c'était un système de masterclass où on rencontrait à tour de rôle des musiciens. C'était pas forcément des instrumentistes de son propre instrument, ça pouvait être d'autres. Donc ça pouvait être un oboïste, un pianiste, un violoncelliste bien sûr, un violoniste. Et j'ai rencontré à cette occasion-là Starker, Chebok, qui étaient un peu les deux piliers de ce cursus. J'ai rencontré Franz Elmerson, j'ai rencontré Anna Bilsma, j'ai rencontré aussi des instrumentistes avant avec qui j'ai joué, des Américains dont on ne connaissait pas très bien le nom en Europe, mais là-bas c'était des stars. Et surtout, on a beaucoup joué en concert avec les professeurs. C'était très ouvert. Pour nous qui sortions du conservatoire, c'était un monde très très nouveau, très libre, très ouvert aussi, beaucoup moins exigeant techniquement, mais en revanche très riche musicalement. Tout était accepté, bienvenu. On pouvait jouer ce qu'on voulait au concert, on avait des possibilités. Pour nous, c'était vraiment nouveau. Maintenant, je pense que les étudiants au CNSM ont énormément aussi de possibilités, mais à l'époque, ça existait beaucoup moins. Je veux dire, c'est le système comme il y a à Ravinia ou Marlborough où tu joues avec les professeurs. Exactement, on jouait avec les professeurs. Il y avait un système de masterclass qui durait à peu près une semaine. Donc on avait une semaine de cours, on s'écoutait et on jouait en musique de chambre avec les professeurs, en mélangeant les étudiants, les professeurs, et tout ça en bonne intelligence. Et finalement, on apprend énormément, évidemment, c'est une évidence. Hein, mais voilà, dans notre cursus, ça n'existait pas, cette formule-là. Pour nous, c'était très, très nouveau. Bien que je l'avais connu quand même aux Arcs, que j'ai fait quand j'étais petite, donc je devais avoir 10, 11, 12 ans. Et à l'époque, Yves Petit-Devoise aussi avait créé ce système où il y avait des concerts mélangés. Et je me souviens très bien de mon premier Sexture de Brahms, fameux mouvement lent, que j'avais pu jouer avec des professionnels, mélangés avec 2 autres élèves, je pense. Et c'est marquant, c'est marquant quand on fait ça. Oui, Sexture de Brahms. Donc à chaque fois que je le rejoue, je repense à cette expérience-là. Ça a été vraiment marquant pour moi. Et ensuite, dans le cadre de ce prix, j'ai pu partir une année comme ça à Banff. On était aussi censé faire des concours internationaux pour remplir notre contrat. On avait aussi des possibilités de jouer avec orchestre, mais pas beaucoup, hein, c'était 1 ou 2 fois. Donc j'ai joué avec l'Orchestre des Prix à l'époque, dont je faisais partie par ailleurs, pour gagner ma vie tout simplement. Et c'était vraiment, toutes ces expériences ont été enrichissantes, très variées. À l'époque, j'avais commencé donc l'Orchestre des Prix. Et évidemment que cette formation orchestrale a été déterminante aussi pour la suite. Absolument. Parce qu'à l'époque, comment tu te situais comment tu voyais ta carrière se dérouler? Tu voulais passer des concours ou tu voulais faire de la musique de chambre, déjà de l'orchestre? Oui, en fait, je pense qu'il y avait un grand décalage entre ce qu'on voyait pour moi et ce que je voyais moi. Je pense que j'étais partie pour faire des concours internationaux. Je pense que beaucoup d'espoir était fondé sur moi. Puis finalement, je crois que mon goût profond, depuis que je suis toute petite, c'était l'orchestre. Ça a été les orchestres Löwengut que j'ai pu faire enfant. Ça a été beaucoup de stages où l'orchestre était vraiment le point de ralliement et la récompense, on va dire. L'orchestre m'a toujours énormément plu, même dans le cadre du conservatoire à Boulogne, le cours d'orchestre, je l'attendais de semaine en semaine, et la musique de chambre.
Donc la musique de chambre, ça a été vraiment les deux pôles. Au CNSM, j'ai pu construire une équipe de musique de chambre très fidèle, hein, avec qui j'ai fait après un parcours de 15 ans au sein du Quatuor Kandinsky. Donc ça a été aussi très très important. On a même pensé à l'époque tout arrêter pour se consacrer uniquement au Quatuor. C'était un Quatuor avec piano, donc un peu délicat au niveau du répertoire pour pouvoir vraiment proposer une carrière complète. Oui. Même si évidemment on est au fait avec d'autres formations, mais quand même. Voilà, donc j'étais avec Claire Désert au piano, avec qui évidemment je suis toujours très amie. Il y avait Nicolas Beaune à l'alto et Philippe Haïch au violon. Okay. Et donc cette équipe-là a été aussi absolument fondatrice pour moi, puisqu'on a grandi ensemble, on s'est formés ensemble. On a eu nos premières grandes expériences de concert et de masterclass aussi. Tous les 4. Alors comment s'est passé ce choix finalement de se tourner vers l'orchestre et de passer tes premiers concours d'orchestre? Alors, une raison tout à fait basique, une raison alimentaire. Okay. Oui, je suis revenue du Canada, il fallait manger. Le conservatoire c'était fini, donc j'avais eu la chance d'avoir l'Orchestre des Prix, qui à l'époque était une bourse d'études, sous forme de bourse, donc j'étais boursière avec cet orchestre et donc ça m'a permis de faire toutes mes études jusqu'au Canada compris, mais au retour il fallait songer à quand même gagner sa vie et pour moi c'était pas du tout une punition de me présenter dans un orchestre, c'était quand même un rêve et donc je me suis présentée très jeune, j'avais aussi la chance de pouvoir remplacer dans d'excellents orchestres dès le début. Dès que je suis revenue du Canada, donc j'avais 19 ans, Martine Bailly, ma première professeure, qui m'avait donc entendue à mon prix, donc qui savait comment je jouais, qui m'avait retrouvée, elle a eu l'idée, comme elle l'a fait beaucoup avec beaucoup d'autres après, de me proposer des remplacements à l'Opéra de Paris. Et donc dès le début, j'ai pu remplacer au pied levé, parce qu'à l'époque c'était un peu comme ça, les titulaires avaient le droit de se faire remplacer un petit peu au dernier moment. Et donc, il nous appelait à 6h30 du soir. Et voilà, ce soir, il y a Salomé, t'accroches-toi bien, mais voilà, ça va bien se passer. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Donc, quelques fois quand même avec quelques répétitions, mais beaucoup aussi au feu tout de suite, en représentation, dans la fosse de l'Opéra Garnier. Évidemment que c'est totalement marquant. Donc la magnificence du lieu, le répertoire, le cadre musical, les chanteurs, etc. Le métier que je constatais chez mes collègues de pupitre, comment ils connaissaient par cœur toutes ces énormes partitions qui pouvaient durer des heures, comment j'arrivais à me dépatouiller de plus en plus, hein, au début en faisant pas tout, mais à la fin en faisant de plus en plus. Et finalement, en m'attachant à ce répertoire, en le travaillant, et puis j'ai eu la chance également, à peu près à la même période, d'avoir des remplacements à l'Orchestre de Paris, où c'était Étienne Péclar qui m'a fait venir à l'époque à l'Orchestre de Paris. Et c'était un pupitre de violoncelle très, très mélangé, parce qu'il y avait on va dire, une équipe de violoncellistes qui était proche de la retraite, très sympa, très soudés, vraiment tous les anciens de l'Orchestre de Paris. Et puis quelques petits jeunes qui nous envoyaient au feu. Et donc ils préféraient rester un peu au fond. Ils nous disaient allez devant les jeunes, allez apprendre. Voilà. Et donc c'est incroyable. Donc j'ai fait des tournées même avec Barenboim à l'Orchestre de Paris. J'étais au 2e, au 3e pupitre. J'ai d'ailleurs fait des tournées avec Raphaël Pidoux, qui était dans le même cas que moi, avec sa maman dans l'orchestre. Et voilà, on a appris notre métier aussi comme ça, en rencontrant des chefs d'une pointure internationale, des solistes qu'on accompagnait, du répertoire. Je pense que la mèche était allumée et que pour moi, c'était une évidence de vouloir rentrer dans ces formations-là. Voilà, donc je me suis présentée pour la première fois à l'Orchestre national de France, parce qu'il se trouvait qu'il y avait un concours
dans cet orchestre-là. Je n'ai pas été reçue dans le rang. J'ai avancé dans le concours, mais ça n'a pas marché. Trop ci, trop ça. Et puis quelques mois après, je suis rentrée deuxième soliste à l'Orchestre national de France. Alors c'est pour ça, ça aussi c'est une leçon que je donne à toutes les personnes qui quelquefois ratent un concours d'orchestre, parce qu'ils sont très difficiles les concours d'orchestre. Ouais. Pas se décourager, ne pas penser que parce que ça ne marche pas une fois, ça ne peut pas marcher 3 mois après. Ça. Si ça ne marche pas dans le long, ça peut marcher devant. Voilà, il n'y a aucune règle. Ah oui. Il y a des jours, il y a peut-être aussi des profils qui marchent pour tel ou tel poste, telle ou telle configuration, tel ou tel moment d'un orchestre. Donc voilà, j'ai eu cette chance de rentrer très jeune à l'Orchestre national, donc j'avais 22. Et donc évidemment, j'ai appris mon métier aussi avec eux, tout le répertoire français, toutes les tournées qu'on pouvait faire. À l'époque, c'était Laurine Mazel qui était directeur. Et ma première série, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que c'était une petite tournée en Italie, à la Scala de Milan, avec un répertoire que l'orchestre connaissait absolument par cœur, un répertoire français. Et il y avait quand même un concerto de Liszt, le deuxième, avec un petit solo de violoncelle. Et j'étais seconde soliste à l'époque, donc évidemment, moi je devais être à côté de mon collègue, qui, le matin même du jour de la tournée, n'est pas venu. Malade. Voilà. Épreuve du feu pour moi. Donc j'étais seconde, j'étais en stage, je faisais un concert avec Laurine Mazel, je n'avais pas répété, parce qu'il ne répétait plus. À cette époque-là, l'orchestre connaissait tout par cœur. Et en concert, je suis allée sur la première chaise. Wow. Ça a été mon épreuve du feu pour l'Orchestre national. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, évidemment. Je ne me souviens pas exactement. Je pense que c'était moyen, on va dire. Ça ne devait pas être formidable, mais enfin, j'ai tenu le coup quand même face à lui, qui m'a regardé d'un drôle d'air, en se disant, oui. Mais c'est qui celle-là ? Ah mince. Oui, mince. Ouais. Voilà, donc j'ai été quand même aguerrie à beaucoup de pression dès le départ. Oui. Je pense que cette première expérience, ma première tournée avec Laurine Mazel à Scala de Milan m'a beaucoup aguerrie. Et tout ce qui s'est passé par la suite, toutes les expériences avec cet orchestre national dans lequel je suis restée 5 ans, m'ont évidemment beaucoup appris mon métier et aussi mon métier de violoncelle solo, parce que j'ai eu l'occasion de beaucoup remplacer finalement mes 2 collègues qui, pour des raisons différentes, étaient souvent absents. Et du coup, j'ai eu beaucoup de séries comme violoncelle solo, plus d'autres séries comme deuxième violoncelle. Et en plus, je faisais du quatuor avec piano très sérieusement. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans ces premières années. Et je pense qu'ensuite, quand je suis arrivée à l'Orchestre philharmonique de Radio France, tout d'un coup, j'ai eu une période bénie où j'étais relax. Parce que finalement, déjà habituée à ce poste et rentrant dans un orchestre très accueillant, très sympathique, où j'avais un emploi du temps qui me permettait de faire beaucoup de choses. On était 3 solos, 3 super solistes. Et oui, à cette époque-là, jusqu'à il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, on était 3 super solistes. Malheureusement, des suppressions de postes ont changé ce système-là il y a quelques années, pas seulement pour les violoncelles, mais pour d'autres instruments. Voilà, mais j'ai eu cette chance de pouvoir ensuite me diversifier énormément et pouvoir faire évidemment de l'orchestre à un très haut niveau, mais aussi beaucoup de musique de chambre, plus tard de l'enseignement. Donc en fait, aujourd'hui, vous êtes combien de super solistes ? Alors aujourd'hui, on est arrivé à 2, ce qui est le cas de tous les orchestres symphoniques, à la différence près que mon orchestre, l'Orchestre philharmonique de Radio France, est un orchestre quand même avec une particularité, c'est qu'on peut se diviser en deux groupes. On est entre guillemets à géométrie variable, on peut avoir 2 formations la même semaine, donc une grosse formation symphonique et à côté, peut-être une plus petite formation, soit en musique baroque, ou une création contemporaine, ou un atelier avec des jeunes, ou même des concerts de variété. On fait tout. L'orchestre est quasiment doublé ? Oui, il y a beaucoup de semaines qui sont doublées, avec par mois, on a 6-7 productions, contrairement à beaucoup d'autres orchestres qui en ont 4. Voilà, donc c'est très très riche, très varié,
très nouveau. Et encore aujourd'hui, je déchiffre du répertoire, peut-être pas chaque semaine, mais presque. Là, j'ai trouvé aussi quelqu'un qui m'a énormément influencée et formée. Ça a été Marek Janowski, qui était le chef titulaire de l'Orchestre Philharmonique. Et donc une personnalité très différente, évidemment, de ce que j'avais connu auparavant. On m'avait dit, tu vas voir, il est vraiment dur, il est vraiment très très exigeant. Honnêtement, arrivant de ce que j'avais connu avec Laurine Mazel, ce que j'avais connu en tant que supplémentaire et tout ça, je l'ai trouvé au contraire très paternel avec moi. Il m'a appris mon métier vraiment comme un père spirituel, un père musical. Je l'ai souvent appelé mon père orchestre. Il m'a appris le métier, mais en profondeur. Le répertoire de base, tout le répertoire allemand qu'il faisait si bien. Donc toutes les symphonies, ça va être Schumann, Mendelssohn, Brahms, toutes les Bruckner qu'on a fait avec lui, les Beethoven évidemment. Et vraiment le rôle de chacun dans l'orchestre. La machine orchestre, finalement, je l'ai vraiment apprise avec lui. Et d'ailleurs, l'Orchestre Philharmonique lui doit beaucoup. C'est lui qui a construit cet orchestre et c'est lui qui l'a amené à un niveau où il est aussi maintenant. Évidemment, les chefs successifs ont apporté énormément, mais enfin, je pense que c'est lui qui l'a amené à un état vraiment professionnel. C'est intéressant quand tu parles de machine d'orchestre, parce que on sait que chacun a son rôle en tant qu'instrument, mais de quoi tu parles? À l'intérieur d'un pupitre ou à l'intérieur du pupitre des cordes? Tous les rôles, oui c'est ça, ça peut être à l'intérieur du pupitre, c'est-à-dire le rôle d'un premier soliste, d'un deuxième soliste, d'un troisième soliste, comment tout ça s'imbrique, les rouages, on va dire, d'un pupitre d'instrument à cordes, ou d'un pupitre d'instrument avant qui est très différent, puisqu'il n'y a que des solistes. Moi, il m'a beaucoup parlé évidemment de mon rôle de locomotive par rapport à un pupitre, la gestique, la manière de se positionner, à la fois humainement, musicalement, le leadership. Il nous donnait beaucoup de responsabilités en tant que premier soliste du pupitre, et également la machine orchestre en tant que dans les répétitions, c'est-à-dire les équilibres, les mélanges de timbres, la justesse commune, l'ensemble évidemment, l'ensemble non pas métronomique mais le vrai ensemble. La cohésion musicale, la construction d'une partition très vite puisque le nombre de répétitions est très limité. Sa manière de travailler était remarquable. En quelques services, même dès le premier service, on avait une idée globale de l'œuvre qui était presque aboutie. Cette manière de travailler absolument efficace et toujours sensée musicalement, c'était pas un caprice de chef, c'était toujours en rapport avec la partition. Donc cette discipline-là m'a aussi beaucoup rappelé mes années avec Philippe Muller et cette, on va dire, cette honnêteté par rapport au texte, par rapport au style, par rapport aux esthétiques, par rapport au groupe orchestre. Donc c'était l'instrument qui m'a fait travailler. C'est un instrument, l'orchestre. Pour moi, c'est le plus bel instrument, bien sûr, puisqu'il regroupe tous les instruments à la fois. Et il le maîtrisait particulièrement bien. Voilà. Et donc Marek Janowski, j'ai été amenée ensuite à le retrouver quand il est parti en 2000 de notre orchestre, puisqu'il avait déjà fait 15 ans. J'ai eu l'occasion de le retrouver en Allemagne dans son orchestre, où il m'a fait venir comme supplémentaire pour remplacer le violoncelle solo qui était absent ou malade. Et donc je l'ai retrouvé dans le contexte d'un orchestre allemand qui était encore un petit peu différent. Voilà, à la radio de Berlin. Et une fois que tu étais rentrée dans des orchestres du coup symphoniques, ça t'a pas manqué le répertoire de l'opéra? Oui, c'est vrai. Alors, quand même, on avait la chance, et on l'a toujours un petit peu, à l'Orchestre Philharmonique, d'avoir quand même quelques productions d'opéra pendant l'année. Il y avait une habitude d'aller au Chorégie d'Orange, où on faisait des opéras dans ce magnifique théâtre antique d'Orange, en plein air, où on a eu des énormes stars de l'opéra qui étaient là, les Roberto Alagna. Enfin, on avait le gratin, on va dire, de l'opéra, avec qui on faisait des tubes, tous les Verdi,
les Carmen qu'on a fait beaucoup, voilà. Et ça, on l'a fait aussi beaucoup avec Wung Chung que j'ai eu ensuite. Donc il y avait quand même cette opportunité-là. On faisait aussi pas mal d'opéras, et on fait toujours, des opéras contemporains dans le cadre de l'opéra comique, en petite formation, donc ça on le fait toujours. Et il pouvait arriver qu'on fasse des productions d'opéra, mais c'était effectivement assez court. Et je n'ai plus ce rituel de la longue série qui dure 5 semaines, où on joue chaque soir le même opéra. Non. À la fois pour tout ce que je faisais par ailleurs, c'était plutôt bien pour moi, cette organisation d'orchestre symphonique qui marche par semaine. Plus facile pour se libérer, pour faire autre chose, pour enseigner, pour avoir aussi une vie de famille, pour s'occuper de ses enfants le soir. Voilà. L'opéra, c'est un monde très particulier et j'admire énormément les musiciens d'opéra. Qui font un boulot incroyable. Les partitions qu'ils jouent sont extrêmement difficiles, très complexes. Et on ne les voit pas, hein. Ils sont dans la fosse, c'est un petit peu le monde souterrain. Et sans eux, rien ne se fait. C'est quand même la base de tout. Les chanteurs doivent se poser sur cette base-là. Et donc j'admire beaucoup leur travail. Nous, en symphonique, on a la chance d'être sur scène, d'être visible, d'avoir ce contact avec le public qui est beaucoup plus direct. Le public est juste à côté de nous, ils nous voient, on les voit. J'avoue que j'aime beaucoup ça. J'aime la scène, j'aime me produire sur scène. Ce qui n'empêche pas que quand même la fosse peut me manquer à certains moments. Parce qu'effectivement, il y a une cohésion, il y a une équipe qui se soude énormément dans cette petite boîte sous la scène, dont on voit émerger quelques têtes devant, mais oui. Du coup, tu parlais de pouvoir faire d'autres choses à côté, donc on a abordé la musique de chambre et puis l'enseignement. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser vraiment concrètement à ça et devenir professeur? Alors, relativement tard. J'ai ressenti vraiment ce besoin et cette nécessité de transmettre. Peut-être parce que j'avais plus de choses à transmettre aussi qu'en étant plus jeune. Peut-être aussi parce que les concerts de musique de chambre finalement commençaient à diminuer. J'ai senti cette bascule en fait s'opérer. Donc c'était au début des années 2000 et c'est toujours pareil, c'est une histoire d'opportunité. On m'a proposé le poste au conservatoire de Saint-Maur, au CRR de Saint-Maur, donc je ne pouvais pas le refuser. Et donc j'ai eu une demi-classe et donc j'ai commencé à enseigner là, avec des grands élèves mais également des petits. Il y a certains élèves que j'ai débutés. Et donc j'avais un panel d'élèves, et donc quoi de mieux pour vraiment faire ses armes. Et plus tard, j'ai ressenti la nécessité de justifier ce poste par le concours du CA, donc le certificat d'aptitude. Donc ce fameux concours que maintenant je fais travailler à mes élèves, hein, donc je suis responsable de cette formation pour la partie didactique du violoncelle. Ce qui est incroyable, c'est que moi, je n'avais pas mon CA quand j'ai commencé à enseigner. J'ai appris sur le tas. Et maintenant, je peux dire que j'aurais beaucoup aimé avoir cette formation avant. Oui, qui est très complète et absolument étayée, avec beaucoup d'occasions de s'essayer avant. Mais bon, c'était comme ça. Je crois qu'on était comme pour l'orchestre finalement. On n'était pas très préparés. On se lançait. Et on apprenait sur le tas, et puis finalement, ça donnait quand même d'assez bons résultats. Et puis par la suite, j'ai fait un petit tour par le CMA 13, et puis, mais très court parce que j'ai eu un petit garçon qui m'a un petit peu stoppée. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'avoir ce poste au CNSM de Paris, de didactique du violoncelle. Et tout de suite après s'est enchaîné le CRR de Rueil, donc qui est très complémentaire par rapport au CNSM, puisque là j'ai des grands élèves, j'ai une formation à l'orchestre et j'ai un vivier d'élèves qui peuvent venir aussi à mes cours de pédagogie. Voilà. Alors en fait, on m'a donné carte blanche. J'ai pris la suite de Raphaël Perrault, mon collègue avec qui j'ai passé des années à l'Orchestre Philharmonique.
qui lâchait ce poste. Et donc, j'ai pris sa suite. Et je pense que ce soit lui ou moi, on a été recrutés aussi avec cette carte orchestre. Et donc, c'est l'intelligence, je pense, des directeurs de conservatoire de penser qu'il faut commencer à apprendre le métier de l'orchestre avant de sortir du CNSM, si possible, et commencer à déjà s'adresser à des musiciens d'orchestre pour pouvoir former des jeunes élèves. Et j'aime beaucoup ça, faire cette formation à l'orchestre pour des élèves qui ne sont pas encore dans des écoles supérieures. Donc des profils très différents, mais ils sont jeunes, ils n'ont pas encore fait beaucoup d'orchestre et on s'amuse à jouer des œuvres en entier, donc des symphonies. Je fais toujours un programme très divers avec toujours une base de classique, une base un peu répertoire romantique, par exemple une symphonie de Brahms, je sais pas, une symphonie de Bruckner. Tu as tous les instruments? Ah non, alors je fais pour les violoncellistes, je pense que je vais m'ouvrir bientôt à tous les instruments, je le fais pour les violoncellistes. On a un vivier à Rueil de 30 violoncellistes en cycle spé, c'est énorme. C'est énorme. Énorme, voilà. Et donc chaque année, j'ai à peu près la moitié, donc 15, qui s'inscrivent dans mon cours de formation à l'orchestre. Et donc on joue des symphonies à 15. Et donc c'est déjà suffisant. Et là, on profite de l'occasion pour jouer toutes les notes d'une symphonie et pas seulement les 3 pauvres lignes qui sont demandées dans tel ou tel concours d'orchestre ou telle audition. Mon but, c'est qu'ils comprennent le sens de ces traits d'orchestre qui sont imposés. Je leur défends de parler de traits. On est obligé chez moi de dire extrait. C'est un bout d'une œuvre. C'est juste quelques lignes, mais l'œuvre, elle est complète, elle a plusieurs mouvements. Et donc on travaille le tout avec la connaissance évidemment par le conducteur et les écoutes du contexte de tous les autres instruments. Et on en profite pour faire des passerelles avec le répertoire solo. Si on travaille, je ne sais pas moi, une symphonie de Dvorak, évidemment qu'on va retrouver l'univers du concerto, du rondo, et on va parler de l'esthétique, on va parler des influences, on va remettre ça dans le contexte historique, etc. Et du coup, les élèves, tout d'un coup, ouvrent des grands yeux en faisant des liens entre leurs cours d'orchestre et leurs cours d'instruments et leurs cours de musique de chambre. On se rend compte, plus on avance, que tout ça n'est qu'une seule chose. C'est juste de la musique qui a été écrite par des grands compositeurs qui ont produit dans plusieurs domaines, dans plusieurs formations, mais leur univers est toujours le même. Mais j'imagine que cette approche, en plus, donne vraiment de l'importance à chaque partie, chaque moment d'une partie de violoncelle, même si c'est, entre guillemets, de l'accompagnement, ça donne de l'importance. Ça donne de l'importance et surtout, on se rend compte collectivement à quel point ils ne sont pas formés pour ça. C'est-à-dire qu'en général, les violoncellistes jouent assez bien en solo, ils sont très à l'aise avec leur main gauche, ils font déjà des choses assez difficiles. Mais tout ce qui est technique d'archet, qui est très sollicité pour l'orchestre, tout ce qui est spiccato par exemple, est très très peu développé encore dans leur technique. Et donc ils ont souvent des manques. Donc on en profite aussi pour travailler la technique d'archet et de faire des passerelles avec l'orchestre. Ça leur montre tout l'intérêt de développer aussi leur technique. Et toute cette technique d'archet que moi finalement j'ai dû apprendre un petit peu sur le tas aussi. Parce que je me suis rendu compte, en rentrant même dans les très grands orchestres, qu'on n'était pas forcément formé pour jouer un spiccato pianissimo dans un petit scherzo de Mendelssohn. C'est pas facile du tout et on ne l'apprend pas, vraiment. Et donc il y a tout ce côté technique et en rapport avec l'esthétique. Donc aussi la gestion du texte, des nuances. Un piano chez Beethoven, ça va pas être le même piano chez Mahler. Tout ça est très relatif. Donc on aborde beaucoup de notions qui sont très importantes pour des jeunes violoncellistes en formation, qui vont leur servir, j'espère, pour leur concours aussi, pour tout ce qu'ils vont souhaiter décrocher comme grande école. J'espère leur donner une carte en plus, une dimension en plus, pour que quand ils jouent, on entende vraiment l'univers sonore d'un compositeur et pas seulement un morceau de concours. C'est un petit peu mon credo. Et puis je fais aussi des concours blancs. Et donc on a inventé une formule de jeu concours, on appelle ça jeu concours,
Parce qu'au départ, ils avaient un peu peur, un concours, oulala. Et non, c'est un jeu parce qu'on prend quelques petits extraits de ce qu'on a vu ensemble, donc des petits bouts de symphonie, et on va imaginer le programme ensemble, 2 tours, et surtout, le jeu se situe au niveau du jury, c'est-à-dire que tout le monde joue et tout le monde est dans le jury. Et donc, je les mets à la place du jury. On met une table, on fait des petits papiers, on fait des ordres de passage. J'essaye de leur montrer tout ce que j'ai appris, moi, par la suite, quand je suis rentrée dans les orchestres. Tout ce qu'on découvre quand on commence à faire les jurys. Et qu'on se dit, ah, mais alors, si j'avais su, peut-être j'aurais pas passé mes concours de cette manière-là. Ah oui, à ce point-là. À ce point-là, oui. Par Oui, exemple, oui. qu'est-ce que... Par exemple, déterminer quels sont les vrais critères de recrutement. Ok. Je pense qu'on se fait vraiment des fausses idées quand on n'est pas de ce côté-là de la barrière, quand on n'est pas du côté de la table, et qu'on est juste tout seul à jouer ces traits d'orchestre. On se dit, oh là là, j'ai raté ce démanché, c'est sûr, ils ne vont pas me prendre. J'ai joué faux, telle note. Et quand on fait le jury, et quand mes élèves font le jury, qu'ils écoutent leurs copains, ils se rendent compte à quel point c'est un détail absolument peu important, une note ratée. Ce qui va compter, ça va être une justesse globale, évidemment, mais ce qui va compter en premier, ça va être la pulsation, ça va être le rythme, et ça va être la qualité du son. Le premier contact qu'on donne quand on passe un concours, c'est le son. Même la personne, quand elle s'accorde devant le jury, la ré sol do, on a déjà une idée, on entend déjà comment elle prend la corne, quel son on propose, quel son va se mélanger avec le pupitre, quel son va être souple, quel son va être raide. Donc ça, ce critère-là, il est numéro 1. Et le critère du rythme, de la pulsation, il va être le critère numéro 2. Et en troisième, qu'est-ce que ça va être? Ça va être plutôt la proposition musicale. Est-ce que la personne a compris le contexte? Est-ce qu'en jouant son trait, il peut faire imaginer au jury qu'ils jouent avec, qu'ils pourraient partager un pupitre ensemble, qu'ils connaissent un petit peu le moment où le hautbois a son thème et où il faut peut-être s'effacer un petit peu, le moment où le violoncelliste est dans le tutti, le moment où il est soli, où il va pouvoir faire tel doigté parce que là, on a envie d'un portamento commun. Tout ça, j'essaye de leur montrer que c'est beaucoup plus important que juste la simple perfection de l'épreuve. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut jouer faux, pas du tout. Mais j'essaye de leur montrer qu'ils vont jouer faux parce qu'ils n'ont pas en tête les vrais critères. Et qu'ils se focalisent là-dessus, et qu'ils se stressent, et que tout leur trac n'est pas bien placé. Voilà, on fait aussi beaucoup d'exercices de respiration, de savoir comment aborder un concours, comment faire pour dédramatiser ce moment. Donc ça, je le fais beaucoup donc, dans le cadre de mon cours, mais également pour beaucoup de personnes qui viennent me voir pour préparer des concours. Parce que je pense qu'il y a quand même un manque criant de formation à l'orchestre. Donc le CNSM, petit à petit, commence à proposer des choses, mais c'est encore assez embryonnaire par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, où on a vraiment des masters de formation à l'orchestre, des masters de métier de l'orchestre. Donc je pense que ça va arriver. Et par contre, les orchestres se sont tous mis à développer des académies où on accueille des jeunes élèves. Donc j'ai évidemment beaucoup participé à ces projets. J'ai été un petit peu au début de l'Académie du Filard quand on a commencé à faire un partenariat avec le CNSM de Paris. Donc ça a maintenant 17-18 ans, donc c'est pas rien. Et chaque année, on accueille des cordes. Donc on a 4 violons, 2 altos, 2 violoncelles et une basse qu'on recrute sur audition. Et ils ont, entre guillemets, le droit de faire 4 séries, des vraies séries, en surnuméraire dans nos pupitres, avec de grands chefs et un grand répertoire, avec une préparation avec le soliste. Donc là, je les prépare en amont, ou mon collègue. Et ensuite, ils sont dans le bain du pupitre. Ils se mettent à côté des uns ou des autres. Et les membres du pupitre ont vraiment un rôle de tuteur. Et ça, c'est vraiment formidable, à la fois pour les jeunes, vraiment de s'initier. Finalement, c'est recréer un petit peu ce que moi j'ai eu la chance de connaître en remplaçant si jeune dans des grands orchestres.
Et à la fois, c'est bien aussi pour les membres de l'orchestre qui sont là depuis très longtemps et qui sont ravis d'avoir des jeunes musiciens à côté, d'avoir un rôle de tuteur. Et également, ça les met en valeur, ça les valorise, ça leur montre à quel point leur métier est beau et qu'ils peuvent le transmettre de la meilleure façon possible. Et je pense qu'ils sont très attachés à cet échange entre générations. Et donc, on a des jeunes musiciens qui viennent avec nous dans nos concerts. Donc, on a l'éventail de tous les âges dans les pupitres de nos orchestres. C'est ça que j'aime aussi dans ce métier d'orchestre, c'est cette non-frontière de génération. Quand on joue dans le cadre d'un pupitre, on est tous à des âges différents, des formations différentes, mais finalement, au moment du concert de répétition, on fait un bloc et on est là pour le même but. Je trouve ça assez beau. C'est un des rares métiers, je pense, où on peut avoir cette cohésion-là. J'ai été professeur dans plusieurs stages, j'ai eu des superbes expériences à Musicalp à Tignes. Là, cet été, j'ai connu pour la première fois Tchelovan, hein, qui était formidable pour le violoncelle d'ailleurs, avec 40 violoncellistes de tous bords, de tous âges, de tous niveaux, et qui vivent une expérience d'ensemble de violoncelle, avec aussi des partiels, donc coachés par des violoncellistes professeurs. Donc ça, c'était formidable. Mais il y a aussi un stage dans lequel je m'investis de plus en plus, qui s'appelle Cordes épiques, qui va certainement bientôt s'appeler Musique en maurienne. Et donc c'est pour différentes raisons, ce stage prend beaucoup d'importance dans mon quotidien maintenant et dans mon futur, puisque c'est dans une région dans laquelle je voudrais m'investir de plus en plus, c'est en Savoie. Donc c'est en pleine montagne. Ça se passe dans la station des Carélis, au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne, une région où maintenant j'habite aussi de temps en temps. Et c'est un stage formidable qui s'appelait 1000 violons en maurienne et qui s'appelait ensuite Cordes épiques et qui a été fondé par Jean-Marc Phillips, qui est toujours le directeur artistique, et puis par deux luthiers, Gilles Chancerelle et Isabelle Perrin, qui ont fondé ce stage il y a maintenant 29 ans. Ah oui, wow. Voilà, l'équipe d'origine a souhaité passer la main et je fais partie du groupe qui reprenons ce stage. Et donc, évidemment, c'est une aventure colossale de reprendre ce stage qui est en même temps un festival de concerts dans des églises baroques, toutes plus jolies les unes que les autres, dans le coin. Voilà, donc là, il y a toute une partie également gestion d'organisation de concerts, organisation d'un événement culturel, d'un événement pédagogique. Et donc, toute cette facette-là, je suis obligée de m'y atteler avec évidemment mes partenaires. C'est un gros défi, ça prend beaucoup de temps, ça oblige à aller voir aussi les élus locaux, ça oblige à dégager des budgets, aller à la recherche de financement et proposer une offre pédagogique très originale. Donc évidemment, je ne suis pas du tout toute seule pour ça, mais j'ai en charge maintenant le recrutement des professeurs, donc que ce soit en violoncelle, mais aussi pour tous les autres instruments, puisque ce stage qui au départ était uniquement violon, ensuite ça a été cordes, maintenant s'ouvre évidemment au piano depuis quelques années, mais aussi peut-être aux instruments avant. Et l'idée, c'est d'étoffer ce stage, que ça devienne de plus en plus intéressant et riche. Voilà, dans ce petit bijou qui est en Savoie, et où les stagiaires nous reviennent avec des étoiles dans les yeux. C'est un stage très particulier parce qu'on mêle la formation, on va dire, classique, le répertoire classique traditionnel dans lequel moi j'ai baigné depuis que je suis petite, avec également tout le répertoire des musiques du monde et le jazz. Et donc j'ai des partenaires très aguerris dans cet univers-là. Et notre but, c'est vraiment de créer des passerelles entre les deux. Et donc il y a même un orchestre qui s'appelle l'orchestre Passerelle, qui porte très très bien son nom, puisque nos élèves, et nous aussi quelquefois les professeurs,
On se mélange, donc avec des musiciens des musiques du monde, du jazz, donc des musiciens qui ont plus une tradition orale, qui ont un énorme répertoire qui vient du monde entier. Donc ça peut être des chansons, ça peut être des airs folkloriques, ça peut être des vraies œuvres, avec des arrangements formidables créés pour chaque personne, et dans lesquels nos élèves, on va dire classiques, sortent un peu de l'univers un petit peu rigide des conservatoires. J'ai remarqué à quel point ça leur fait du bien. Ils se lâchent, comme on dit, ils commencent à vraiment prendre confiance en eux. Ils sont tout de suite sur scène avec des résultats très très hauts par rapport à leur niveau. Ils sont vraiment dans un bain de bienveillance et de joie. Oui, c'est ça, c'est la joie qui se dégage de cet ensemble-là. Ils jouent tous évidemment presque par cœur à la fin. Ils sont sur scène, ils sont mélangés avec des percussionnistes, un guitariste, un flûtiste absolument formidable qui les coach. Et voilà, on voit des sourires sur tous les visages. Donc ça, cette expérience-là, je trouve qu'elle doit se développer. D'ailleurs, c'est en train de se faire dans beaucoup de conservatoires. On se rend compte que toutes sortes de musiques sont en train d'investir les cours, que ce soit les musiques actuelles, les musiques traditionnelles, le jazz évidemment, l'improvisation. Donc l'improvisation pour laquelle je n'ai absolument pas été formée et qui me fait personnellement plutôt peur, est pratiquée de plus en plus par les jeunes générations et avec bonheur, et ça permet de régler aussi beaucoup de problèmes de confiance en soi, d'écoute, je dirais, d'écoute de l'autre, d'écoute de soi-même dans un autre cadre. Et ce stage, il est principalement pour les enfants adolescents? Alors c'est un stage, comme d'autres, hein, qui accueille absolument tout le monde. Et donc c'est aussi pour ça que je m'y attache particulièrement. C'est vraiment comme sur les boîtes de jeux de 7 à 77 ans, ou pourquoi pas 87 ou 97 ans, on n'y a pas de limite, ni inférieure ni supérieure. Tout le monde est bienvenu. Il y a des enfants très jeunes, il y a une colo qui est là, donc pour des mineurs. Ils sont très bien encadrés, ils ont aussi des jeux dans la montagne, ils ont aussi plein de choses à faire. Il y a évidemment des élèves des conservatoires. Il y a certains étudiants qui se préparent soit pour les pôles sup, soit pour des écoles supérieures, soit pour le CNSM, les CNSM. Il y a des élèves du CNSM qui viennent aussi. Il y a des postes CNSM. J'ai même eu des professionnels qui venaient parce qu'ils avaient envie de se remettre à retravailler telle ou telle chose pour passer un concours d'orchestre, par exemple. Et on a toute une frange de stagiaires adultes. Donc ça peut être des adultes amateurs qui pratiquent toute l'année, ou des adultes qui ont envie de s'y remettre. Ça peut être des jeunes adultes, ça peut être des adultes plus âgés, ça peut être des personnes à la retraite qui commencent ou qui reprennent. On a toutes sortes de profils. Et tout ce petit monde-là se retrouve au repas, est mélangé avec les professeurs, et se retrouve dans toutes sortes d'ateliers. Et ça fait un bien fou à tout le monde. De se mélanger, de se rendre compte que finalement on joue les mêmes musiques. Encore une fois, c'est la musique qui prime. Ça encourage énormément les amateurs d'être mélangés à des jeunes étudiants qui sont dans des conservatoires. A contrario, les élèves des conservatoires voient la manière d'aborder la musique des amateurs qui, comme le nom l'indique, aiment la musique et qui font ça par passion et qui ont souvent des métiers à côté qui sont passionnants. C'est des personnes très riches qui partagent beaucoup. Ça dédramatise les petites échéances, je vais dire, de conservatoire, d'examen, de concours, quand on peut voir que la musique peut être pratiquée autrement. Pour nous, professeurs, c'est très très intéressant. Enfin, moi j'adore ça en tout cas, de passer de toutes sortes de profils. Je m'arrange toujours pour faire un ensemble où tout le monde joue en même temps. Donc petit, moyen, grand, en faisant un bon casting dans les parties, c'est tout à fait réalisable. Et c'est formidable. Et j'ai que des retours positifs, à la fois des adultes qui sont ravis évidemment d'avoir un encadrement qui les porte, mais également des enfants qui ont ce même appétit, mais également des jeunes qui se destinent à être professionnels et qui sont ravis d'avoir ce rôle de tuteur et de pouvoir emmener, d'avoir des parties solo, de pouvoir bénéficier de cette expérience collective qu'ils n'ont pas toujours. Hein, dans tous les cours de violoncelle qu'ils reçoivent, ils n'ont pas toujours cette possibilité-là de faire de l'ensemble de violoncelle. Donc ça leur plaît beaucoup de faire toutes sortes d'ateliers, de venir au concert, d'écouter un peu tout le monde.
Voilà, donc c'est un stage qui est un peu particulier par cette ambiance très décomplexée, on va dire, très bon enfant, très festive. Entre profs, élèves, on habite tous au même endroit, donc il y a beaucoup d'échanges aussi en dehors des cours, des concerts de très grande qualité et qui également peuvent accueillir les élèves en fin de semaine. Eh bien, ça a l'air fantastique. Oui, enfin c'est appelé à se développer et donc voilà, il va falloir qu'on commence à devenir plus sérieux avec une association qui soit plus solide, qu'on ait des nouvelles recrues, qu'on ait des personnes qui nous aident pour tous les côtés administratifs, tous ces côtés-là qu'on ne voit pas forcément quand on est dans des institutions qui nous protègent et qui font tout ça à notre place. Mais évidemment, sans ça, on n'existe pas. Hein. Il faut toujours quelqu'un pour organiser les choses, pour les financer, pour organiser les hébergements, pour organiser les transports. Voilà, tout ce côté-là, c'est pas du tout des basses besognes. Je pense que c'est des besognes très nobles et dont on a besoin. Et je trouve que c'est bien que les musiciens mettent la main à la pâte aussi et de se rendre compte un peu de la difficulté, en plus par les temps qui courent, avec les réductions de budget qui évidemment nous atteignent aussi. Il faut être encore plus malin pour proposer des contenus qui vont faire mouche ou avoir des solutions innovantes pour mutualiser les coûts, ou je ne sais pas. En tout cas, il faut bien y réfléchir et je me lance un peu dans tout ça en ce moment. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel je suis absolument débutante, mais ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais poursuivre et peut-être un jour avoir la chance de pouvoir avoir un festival, un vrai festival qui dure toute l'année dans cette région que j'adore. Voilà, ça va être ma patrie d'adoption, on va dire. Cette Savoie, cette montagne, j'adore la montagne. Et puis d'avoir ces perspectives, ces hauts sommets, ça me porte. Voilà, et je trouve que la musique s'en porte bien aussi. Quand on est à ces hauteurs-là, on est dans une bulle de beauté et de zen attitude qui fait beaucoup de bien après le tumulte parisien de la saison. Bah, un grand merci à toi Nadine hein, pour ce partage si riche, de nous avoir voilà, partagé tout ça. C'était extrêmement intéressant et très inspirant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu une chance incroyable dans les rencontres que j'ai pu faire, à la fois pour mes professeurs, mes partenaires de musique de chambre, mes chefs d'orchestre, mes partenaires d'orchestre évidemment. Je pense que j'ai eu une bonne étoile au-dessus de la tête par rapport à cet instrument, le violoncelle. Voilà, même si maintenant j'aime autant d'autres instruments également, peut-être par mon goût de l'orchestre. J'ai eu la chance de faire ce merveilleux instrument qu'est le violoncelle, mais j'aurais aimé aussi faire du violon, faire du hautbois, faire du cor, faire du piano bien sûr, faire de l'alto, enfin voilà, j'apprécie toutes les richesses de chaque instrument et toutes les spécificités qu'il peut avoir, et en même temps pour un but commun qui est la musique tout simplement. La voix évidemment, oh là là, la voix, je ne vais pas parler de la voix, mais la voix plus l'orchestre, c'est-à-dire l'opéra, c'est le summum, on ne peut rien avoir de plus haut au niveau des émotions que ça peut créer. Et bah Nadine, un grand merci à toi. Merci Jeanne d'être venue jusqu'ici. Oui. Et surtout merci pour l'échange et la liberté que tu m'as laissée en répondant à tes questions. Avec grand plaisir et merci encore pour la richesse de cet entretien et d'avoir partagé tout cela avec nous, ta carrière inspirante. Tous les liens de ton stage, festival, c'est en dessous de la vidéo, donc comme ça vous serez au courant. Et puis je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup et donc j'espère à bientôt. Et peut-être on pourra se parler de nos élèves. Avec grand plaisir, voilà. Puis comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo parce que Nadine ou moi serons ravis de vous répondre. À bientôt. Au revoir.